Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve encore pour parler du chapitre fonction polynôme de degré 2 et 3. Aujourd'hui on fait des exercices, trois exercices type bac, et ce sera la fin du chapitre. Donc on commence avec l'exercice 17. Donc vous voyez ici, il n'y a qu'une partie de l'exercice 17 qu'on va corriger, on va faire ça petit à petit. Normalement c'est un problème sur euh, l'étude, si vous voulez, une sorte d'étude géométrique d'un local qui ferait une certaine taille, etc., etc. Mais on commence par une petite partie théorique qui va nous servir par la suite. Donc ici, on a une fonction f définie sur R par f de x est égal à moins 2x carré plus 43x moins 230. Donc vous vous rendez compte que c'est une fonction polynôme de degré 2. Première question, on vous demande de montrer qu'en fait, f de x va s'écrire sous une certaine forme factorisée. D'accord? Alors comment est-ce qu'on fait ça? On l'a vu plusieurs fois, c'est très simple. Il suffit en fait de partir de ce qu'on vous demande, c'est-à-dire montrer que f de x est égal à cette forme factorisée, donc vous partez de la forme factorisée, vous la développez, et normalement si vous n'avez pas fait d'erreur et qu'il n'y a pas d'erreur dans l'énoncé, vous retombez donc sur moins 2x carré plus 43x moins 230 qui est en fait f de x. D'accord? Ici l'erreur, disons, de rigueur très courante, ça va être de commencer d'écrire f de x est égal à ça. Sauf que non, d'accord? Vous n'avez pas le droit d'écrire ça puisque vous ne le savez pas. C'est ce que vous voulez démontrer. Donc vous n'avez pas le droit de l'écrire dès le début. Vous ne le savez pas au début que f de x est égal à cette forme factorisée. D'abord vous partez de la forme factorisée, vous faites vos calculs et à la fin vous arrivez à f de x. Donc comment on fait ça? Ici, une autre erreur qu'on va retrouver souvent, c'est qu'en fait, si vous voulez, on a deux développements à faire dans ce calcul. On a un développement double, c'est-à-dire le produit entre les deux nombres dans les parenthèses, et un développement simple qui va se faire ensuite, ou l'inverse, d'abord un développement simple puis un développement double. Ne pas se tromper, se rendre bien compte qu'entre les parenthèses, c'est un fois et pas un plus, ce genre d'erreur. Donc, ok, donc moi ce que je fais, c'est que je commence par faire le développement double. Développement double, surtout, s'il vous plaît, surtout sans oublier les parenthèses, sinon ça n'a plus aucun sens. Donc x fois x ça fait x au carré, x fois moins 1, moins 11,5 ça fait moins 11,5x, moins 10 fois x ça fait moins 10x, moins 10 fois moins 11,5 ça fait 115. Je simplifie ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, c'est-à-dire je rassemble les x là, j'obtiens moins 21,5x, et ensuite je fais un développement simple, c'est-à-dire que je développe le moins 2 sur les termes à l'intérieur de la parenthèse. J'obtiens donc moins 2x carré plus 43x moins 230, et ça, par définition, ce qu'il y avait dans l'énoncé, c'est bien f de x. Et donc j'ai démontré que pour n'importe quel x réel, j'ai bien cette expression factorisée qui est égale à f de x. J'ai répondu à la question. La deuxième question, c'était quoi? C'était résoudre une équation, ce que j'appelle une équation, euh, dans ce cas-là, une équation produit. Parce qu'en fait, on vous demande de résoudre f de x est égal à 0, mais on vient d'écrire f de x sous la forme d'un produit, si vous voulez. Donc j'appelle ça une équation produit. Résoudre f de x égale 0, c'est la même chose que résoudre moins 2 facteur de x moins 10 facteur de x moins 11,5 est égal à 0. Et là, pour résoudre cette équation, il faut que vous connaissiez votre cours et que vous soyez à l'aise avec ces équations produits. Comment on fait ça? En fait, on dit que les solutions de cette équation-là, ce sont, c'est soit l'équation, c'est soit la solution de l'équation x moins 10 égale 0, soit la solution de l'équation x moins 11,5 égale 0. Et ça, c'est des équations du premier degré très simples. Donc du coup, grâce à cette méthode pour résoudre les équations produits, on a que les équations de, enfin les solutions de l'équation f de x égale 0 sont 10 ou 11,5. Donc S est égal à 10, point virgule, 11,5. D'accord? Donc on passe à la deuxième partie du problème. Donc là, il y a une mise en contexte de nos équations, si vous voulez. Enfin, en tout cas, on va se rendre compte plus tard que nos équations, que l'équation qu'on vient d'utiliser, enfin, que la fonction f qu'on vient d'utiliser précédemment va nous servir dans le problème. La première chose à faire, ça va être comprendre l'énoncé du problème. Donc, une personne décide de faire construire un nouveau local rectangulaire de 43 mètres de long. Comme indiqué sur la figure ci-dessous, à chacune des extrémités de ce local,
il y a des emplacements carrés de côté X qui sont destinés l'un au stockage, l'un aux pièces détachées. Donc vous voyez, en fait, on a un grand local de longueur 43 et de largeur X, et ce grand local, il est découpé en plusieurs morceaux. On a la partie centrale où en fait ça va être un atelier, et on a les parties sur les bords qui va être respectivement un espace de stockage et un espace d'accueil. On dit que ces espaces de stockage et ces espaces d'accueil vont être de forme carrée. Donc du coup, comme la largeur ici c'est X, bon, ils vont aussi avoir une longueur de X. D'accord? La partie centrale accueillant l'atelier de mécanique occupe une aire de 230 m². Donc on a une information supplémentaire, c'est que juste la partie atelier là me fait 230 m². Ok, on a notre dessin, tout va bien. Maintenant, exprimer en fonction de x l'aire totale du local rectangulaire, donc tout le grand rectangle en fait, l'aire, et puis l'aire des trois emplacements, donc l'aire de stockage, l'aire de l'atelier, l'aire de l'accueil. Alors, déjà, on nous parle d'un x. Moi, dans la réponse, j'aime bien savoir de quel x je parle. Est-ce que c'est un x qui va être réel? Est-ce que c'est un x qui va être négatif, positif, qui sera entre telle ou telle longueur? Bon, c'est important de le savoir. Ici, comme la longueur totale de notre local, c'est 43 mètres, et que on a les pièces sur les bords là, qui vont avoir une taille, enfin une longueur de x, on se rend compte que x ne va pouvoir prendre comme valeur que entre 0 et 43 sur 2. 0 parce que x ça représente une longueur, donc une longueur ne peut pas être négative, donc ça peut pas être avant 0. Et pourquoi 43 sur 2? Parce que déjà si je suis à 43 sur 2, ça veut dire que en gros mon atelier mesure 0 m², que j'ai l'accueil et le stockage qui sont collés entre eux, et je peux pas faire plus grand en fait si vous voulez. D'accord? Donc j'ai un x qui est entre 0 et 21,5 mètres. Alors, quelle est l'aire totale du local rectangle? Bon, ça j'espère que vous connaissez vos formules. C'est un rectangle de longueur 43 et de largeur x. Donc l'aire ça va être 43x. Ensuite, l'aire de stockage. C'est quoi? C'est un carré de côté x. Donc x carré. L'aire de l'atelier. Ah, l'atelier c'est autre chose. L'atelier donc c'est toujours un rectangle. Et pour pouvoir calculer son aire, il faut que vous calculiez sa longueur et sa largeur. Alors, quelle va être sa largeur déjà? Bon, la largeur de l'atelier, ça va être la même chose que la largeur de l'accueil, enfin, en tout cas sur son côté en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire x. Ici on va avoir x. Ok, très bien. Par contre, ça va être quoi la longueur de l'atelier? Donc on sait que la longueur du local total c'est 43, et on sait que les côtés du stockage et de l'accueil c'est x. Donc comment est-ce qu'on fait pour calculer la longueur de l'atelier? En fait c'est très simple, il suffit de faire 43, c'est-à-dire la longueur totale, moins x, c'est-à-dire la longueur du stockage, moins x, c'est-à-dire la longueur de l'accueil. Donc j'obtiens en fait 43 moins 2x. Donc j'obtiens 43 moins 2x fois x. Et pour l'accueil, c'est la même aire que le stockage, x au carré. La question suivante. En déduire que pour que ce local ait cette configuration, c'est-à-dire celle qui est dans le dessin, et le fait qu'en fait on ait une partie centrale, c'est-à-dire l'atelier qui mesure 230 m², alors on a forcément x qui est solution de cette équation-là. Alors comment on fait ça? En fait, il faut simplement traduire l'information qu'on a ici, c'est-à-dire la partie centrale accueillant l'atelier occupe une aire de 230 m², en termes de, enfin en mathématiques, c'est-à-dire à l'aide d'une équation ou d'une expression algébrique, si vous voulez. Donc, ça tombe bien, dans la question précédente, on a donné l'aire de l'atelier. Qu'est-ce que c'était? On a vu que l'aire de l'atelier, c'était x facteur de 43 moins 2x. Mais on nous dit aussi que l'aire de l'atelier, c'est 230 m². Donc ça nous donne une équation. On veut que la partie atelier mesure 230 m². Donc il faut que x vérifie l'équation. R de l'atelier égale 230. Sauf que R de l'atelier, on a dit que c'était x facteur de 43 moins 2x. Donc, maintenant, pour essayer de retrouver ce qu'on vous demande dans la question, c'est pas compliqué, il suffit de développer ce que vous avez ici. Vous êtes d'accord qu'il y a un développement simple à faire. X fois 43 moins x fois 2x.
ce qui va donc donner 43x moins 2x au carré égale 230. Je soustrais 230 dans les deux membres, ce qui me donne bien l'équation moins 2x carré plus 43x moins 230 égale 0. Et là, si vous avez suivi, et que vous êtes conscient que dans un problème, ou en tout cas dans un exercice, les questions se suivent et une certaine logique, vous vous rendez compte qu'en fait, moins 2x carré plus 43x moins 230, c'est la fonction f qu'on a étudiée au début. Donc x qui vérifie cette équation-là, en fait, c'est x qui vérifie l'équation f de x égale 0. La dernière question, c'est quoi? Et du coup, on utilise dans la question 1, donner les valeurs possibles de x. Ben, ça tombe bien, les valeurs possibles de x, ce sont les solutions de l'équation f de x égale 0. Et à la question 1, vous avez résolu cette équation. Vous vous êtes rendu compte que les solutions c'était 10 et 11,5. Ainsi, pour que pour que le local ait la configuration qu'on demande et que l'atelier fasse 230 mètres carrés, il faut que la largeur du local soit 10 mètres, soit 11,5 mètres. Donc voici un cas concret, entre guillemets, des fonctions polynômes par exemple. On peut résoudre ce genre de problème. Et ce sera des problèmes comme ça que vous pourriez potentiellement avoir au bac. Donc en plus d'avoir une maîtrise du cours, de vous être entraîné sur les exercices, il faut que vous sachiez lire et comprendre un énoncé simple. D'accord? Là, beaucoup d'entre vous, j'ai remarqué quand même, ne lisent pas correctement un énoncé. Soit ils sautent des questions, soit ils sautent des informations. Donc ça, il faut arrêter. Il faut prendre son temps, 1, 2, 3 minutes si vous voulez, si besoin, pour lire correctement l'énoncé et le comprendre. Sinon, ça sert à rien. Vous pouvez avoir toutes les bases de mathématiques que vous voulez, si vous ne comprenez pas l'énoncé, vous n'aurez pas tous les points. Exercice suivant. Donc l'exercice 18. Donc on vous donne une fonction f, définie sur R par f de x est égal à moins 8x carré plus 232x moins 1290. Donc la première question, c'est la même première question que précédemment. C'est-à-dire, on vous demande de montrer que pour x réel quelconque, on a f de x qui est égal à une certaine forme factorisée. Et ensuite, on vous demande directement de résoudre donc f de x égale 0. Donc ça, je vais passer rapidement dessus. C'est la même méthode que précédemment. C'est-à-dire, je pars de la forme factorisée, je développe, et quand j'ai bien développé, je tombe bien sur f de x. Et dans ce cas-là, j'ai gagné. Et ensuite, résoudre f de x égale 0. Ça, on l'a vu aussi précédemment, ça revient à résoudre une équation produit, c'est-à-dire l'équation produit moins 8 facteur de x moins 21,5 facteur de x moins 7,5 est égal à 0, qui est une équation qui est équivalente à x moins 21,5 égale 0 ou x moins 7,5 égale 0. Ces deux équations sont des équations du premier degré qui sont extrêmement simples. On résout. X est égal à 21,5 ou x est égal à 7,5. Donc, il y a deux solutions possibles à f de x égale 0. Ce sont 7,5 et 21,5. D'accord? Donc vous avez répondu à la question 1. Question 2. Dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors, dans les exercices précédents, la dernière fois, on parlait de tableau de signes. Cette fois-ci, c'est un tableau de variation. Donc attention, s'il vous plaît, ne confondez pas. Ce n'est pas la même méthode pour faire un tableau de variation ou un tableau de signes. Par contre, on a vu des méthodes dans le cours sur comment dresser le tableau de variation d'une fonction polynôme de degré 2. Pour ça, il faut avoir en tête à quoi ressemble une fonction polynôme de degré 2. D'ailleurs, c'est dit au début là. C'est écrit la courbe représentative de la fonction f est une parabole. D'accord? Donc c'est une parabole. Donc vous voyez, c'est une sorte de courbe qui monte et qui descend comme ça, avec un axe de symétrie. D'accord? On a vu deux types de paraboles. Les paraboles qui étaient tournées vers le haut, enfin qui étaient tournées vers le haut comme ça, et les paraboles qui étaient tournées vers le bas. Et on a vu que ça dépendait de une chose, c'est-à-dire du coefficient a qui est ici. Ou ici, là, c'est le même. Si ce coefficient était négatif, alors on avait une parabole tournée vers le bas, et s'il était positif, on avait une parabole tournée vers le haut. Donc dans ce cas-là, on a moins 8. Moins 8 est négatif, donc on a une parabole qui est tournée vers le bas. C'est-à-dire qu'elle va être d'abord croissante, puis décroissante. Alors, elle va être croissante sur quel intervalle?
elle va être croissante entre moins l'infini et une certaine abscisse qu'on peut déterminer. Cette abscisse, c'est quoi? C'est l'abscisse du sommet de la parabole. Comment est-ce qu'on calcule le sommet de la parabole? Ça, on a vu quelque chose de très simple pour le calculer, à partir des racines du polynôme, d'accord? Alors, comment on fait ça? Voilà. Donc la fonction f a pour représentation graphique une parabole tournée vers le bas, donc son sommet est sommet de f, abscisse x1 plus x2 sur 2 et image f de x1 plus x2 sur 2, où x1 et x2 sont les racines de f. Or, les racines de f, on vient de les calculer, 21,5 et 7,5. Donc l'abscisse du sommet, c'est-à-dire x1 plus x2 sur 2, ça va être en fait 21,5 plus 7,5 sur 2. En termes statistiques, si vous voulez, c'est la moyenne entre les deux racines, tout simplement. Donc ça fait 29 sur 2, donc 14,5. Et le maximum, c'est-à-dire l'ordonnée du sommet, c'est f de l'abscisse, f de 14,5, on calcule, ça nous donne 392. Donc, bon désolé, là je l'ai fait un tout petit, j'espère que vous voyez. Donc voici le tableau de variation final. Donc on étudie les variations entre moins l'infini et plus l'infini. On a un sommet qui a pour abscisse 14,5. On sait que c'est une parabole qui est tournée vers le bas car moins 8 est négatif. Donc du coup, on a une courbe qui est croissante puis décroissante et on a dit que le maximum c'était 392. D'accord? Donc ça, faut savoir le faire. Calculer les coordonnées d'un sommet, il faut savoir le faire. Et on a vu une méthode dans le cours qui est très simple, qui permet de les calculer à partir des racines. Il y a d'autres méthodes pour calculer les coordonnées d'un sommet. Une méthode d'ailleurs qui peut être utilisée, qui n'est pas extrêmement dure, et qui permet de calculer les coordonnées sans connaître les racines, mais en vérité, elle n'est pas utile. D'accord? La méthode que vous avez dans le cours est largement suffisante. Donc maintenant on passe au petit 3, donc c'est le début du problème si vous voulez, donc du coup on va prendre la fonction f qu'on vient d'étudier et on va s'en servir pour modéliser un problème. Donc dans ce cas-là, la fonction f, on ne va l'étudier qu'entre l'intervalle 9 et 21, et on va dire qu'elle correspond au nombre de visiteurs présents dans un parc d'attractions ouvert entre 9h et 21h. Pour un, pour un réel x compris entre 9 et 21, f de x va donc correspondre au nombre de visiteurs présents dans le parc à l'instant x exprimé en heures. Donc par exemple, f de 12, c'est le nombre de personnes qu'il y a dans le parc à 12 heures. f de 12,5, c'est le nombre de personnes qu'il y a dans le parc à 12 heures et demie, et pas 12h05 ou 12h50, attention. Donc première question, déterminer l'heure à laquelle le nombre de visiteurs est maximal, et quel est ce maximum? Bon, la réponse doit être très simple, puisqu'en fait, on vient de calculer, on vient on vient de dresser le tableau de variation. Donc on voit que le maximum, il est atteint à 14,5 heures, c'est-à-dire 14 heures et demie, et que ce maximum, c'est 392 personnes. D'accord? Je fais une petite phrase ici. La suite du problème. À l'aide du tableau de valeurs donné ci-dessous, donc ça. Ok. Tracer la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle 9-21. Alors, ça peut paraître étonnant parce qu'au premier abord, on vous donne en fait uniquement les images de la fonction f, enfin les images des points 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14,5. On va pas du tout jusqu'à 21. Mais en fait, ce que vous allez utiliser, c'est l'axe de symétrie d'une parabole. On a vu que le sommet était d'abscisse 14,5, donc ça veut dire que si vous voulez le graphe de la fonction pour les abscisses, enfin en gros pardon, que ça veut dire que l'axe de symétrie va être d'équation x est égal à 14,5, c'est-à-dire un axe vertical parallèle à l'axe des ordonnées qui va passer par le sommet de la parabole. Donc il suffit que vous placiez tous les points qu'on vous donne ici. Vous aurez du coup la partie gauche de la parabole, et ensuite vous faites exactement la même chose à droite, c'est-à-dire une partie, quelque chose de symétrique. En faisant cela, vous allez réussir à tracer une bonne partie de la courbe, je pense, jusqu'à l'abscisse 20, et après il faudra un petit peu improviser entre l'abscisse 20 et l'abscisse 21, mais bon, c'est pas très grave.
Donc ça donne quelque chose comme ça. D'accord? Donc vous voyez que ici, on a le sommet de la parabole. Vous avez pu tracer ça facilement. Et ensuite, en utilisant l'axe de symétrie, vous avez pu tracer ça. D'accord? Jusqu'à l'abscisse 20. Et entre l'abscisse 20 et 21, en fait, vous n'avez pas d'information, mais comme c'est une parabole, vous avez peut-être une petite idée pour la tracer. Vous prolongez votre trait et ça vous donne quelque chose comme ça. La dernière question. Lorsque le nombre de visiteurs présents dans le parc est supérieur ou égal à 300, donc lorsqu'il y a plus de 300 personnes, ou pile 300 personnes, un parking annexe est ouvert. Donc la question c'est sur quelle plage horaire, c'est-à-dire à quel moment de la journée, le parking sera-t-il ouvert. Donc ça en fait, vous devez utiliser la courbe que vous venez de tracer, et vous devez, en gros, si vous voulez, résoudre une inéquation. L'inéquation, ça va être f de x supérieur à 300, c'est-à-dire à quelles heures x, on a plus de 300 visiteurs. Donc ici, vous n'aurez qu'une solution approchée, si vous voulez. Vous n'aurez rien de très très précis, mais ça vous donne une idée. Donc on se rend compte que on a plus de 300 visiteurs à peu près à partir de 11 heures jusqu'à à peu près 18 heures. Donc ça veut dire qu'entre 11 heures et 18 heures, le parking annexe est ouvert. D'accord? Dernier exercice, exercice 19. Alors, un médicament antalgique est administré par voie orale. La concentration du produit actif dans le sang est modélisée par une fonction f qui, au temps écoulé x en heures, associe la concentration f de x à milligrammes du médicament. Donc, voici la courbe. Question 1. Au bout de combien de temps la concentration du produit est-elle maximale? Estimez cette concentration maximale à 1 mg près. Bon. À quel moment c'est maximal? Donc du coup, on regarde, on a une courbe, on définit clairement un sommet, par ici, et du coup, à vue d'œil, puisque pour l'instant on n'a rien de très précis, comme on a un graphe, on se rend compte que ce sommet va avoir pour abscisse environ 2, et que ce maximum sera environ 32,5, donc on va dire environ 32. D'accord? Donc voilà. À partir du graphique, la concentration du produit maximale au bout de 2 heures, et cette concentration maximale est environ 32 mg par litre. Donc pour l'instant, comme c'est une lecture graphique, on n'a rien de forcément très précis, mais c'est pas grave. On admet que le produit actif est efficace si sa concentration dans le sang est supérieure à 5 mg par litre. D'après le graphique, au bout de combien de temps faudra-t-il administrer à nouveau le médicament pour maintenir son effet? Alors, ça pareil, ça revient à résoudre, on va dire, une équation. C'est-à-dire l'équation f de x est égale à 5. À quel endroit, enfin à quel moment, on a le produit actif qui a une concentration de 5 mg par litre exactement. Donc on se rend compte que ces solutions, ça va être environ 0,2, mais en fait c'est là où on s'en fiche. C'est la deuxième qui nous intéresse. Et cette deuxième solution, ça va être 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, au bout de 5 heures, la concentration du principe actif tombe en dessous des 5 mg par litre, et donc le principe actif n'est plus efficace, et donc il faut refaire une piqûre. Enfin, pas une piqûre, du coup, il faut redonner les médicaments. D'accord? Donc c'est noté là. La suite de l'exercice. Jusqu'à maintenant, vous aviez uniquement le graphique pour répondre aux questions. Cette fois-ci, on vous donne la forme algébrique de la fonction. Donc la fonction f est définie sur l'intervalle 0,6 par f de x est égal à x cube moins 12x carré plus 36x. Donc vous vous rendez compte qu'en fait cette fonction, c'est une fonction polynôme de degré 3. Alors question 1. À partir du graphique, déterminez les racines de f sur l'intervalle 0,6. Ah, bon, là on reste sur le graphique. Donc ça, on en a déjà parlé. Les racines, c'est quoi? C'est l'abscisse de l'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Ici, on repère deux points d'intersection, le point d'abscisse 0 et le point d'abscisse 6. Donc, sur l'intervalle 0,6, les racines de f sont 0 et 6.
Donc vous notez ça. Question 2. En déduire que pour x compris entre 0 et 6, f de x est égal à x facteur de x moins 6 au carré. Donc ça, c'est comme d'habitude, je vais vite. On part de la forme factorisée, on développe, et on tombe bien sur f de x, on a répondu à notre question. Dernière question, étudier le signe de f sur R. D'accord? Donc au début, pour notre exercice, on a uniquement défini la fonction f sur 0,6, mais là, on décide d'étudier le signe sur R. Donc pour ça, ce sera comme on a pu le faire précédemment, c'est-à-dire qu'on va utiliser la forme factorisée de la fonction f. Donc je vous donne la réponse tout de suite. On étudie le signe de x, enfin on étudie le signe de tous les facteurs si vous voulez, donc on étudie le signe de x sur moins l'infini 0, on étudie le signe de x moins 6 au carré sur moins l'infini 0, enfin sur moins l'infini plus l'infini, désolé, sur moins l'infini plus l'infini, et on en déduit le signe de f de x. D'accord? X, c'est une fonction affine qui est négative lorsque x est plus petit que 0, positive sinon. X moins 6 au carré, c'est une fonction qui s'annule lorsque x vaut 6, mais qui par contre est tout le temps positif, car comme vous l'avez vu dans les années précédentes et comme on en a reparlé récemment, un nombre au carré, enfin un nombre réel au carré est toujours positif. D'accord? Et ensuite, du coup, comme vous savez que f de x est le produit entre x et x moins 6 au carré, vous en déduisez le signe de f de x. Donc tous ces exercices-là sont importants. Vous devez être capable de les faire. Donc n'hésitez pas, même si vous n'avez pas réussi à comprendre ces exercices la première fois, n'hésitez pas à les refaire. À refaire l'exercice, enfin d'abord à apprendre, étudier votre cours, ensuite refaire les exercices et vérifier ce que vous avez fait avec la correction que je viens de vous donner. D'accord? Entraînez-vous, et ça se passera bien. Allez, travaillez bien et à la prochaine fois.